Alors tu peux payer un tour organisé pour voir les mêmes endroits que tout le monde. Tu peux aussi te mettre à contre-jour comme moi, partir un peu au hasard, tomber sur une plantation de caoutchouc et sur un immense Bouddha allongé. Si vous n'avez jamais vu une plantation de caoutchouc, le principe est assez simple. L'arbre s'appelle l'Hevea. Quand il est assez mature, on incise son écorce en diagonale, toujours avec précision, parce qu'une coupe trop profonde peut abîmer l'arbre. Le latex coule alors pendant plusieurs heures dans un petit récipient. Ensuite, deux grandes options existent. Soit le latex est récupéré sous forme liquide, puis stabilisé et envoyé vers des usines, soit il coagule, c'est-à-dire qu'il devient plus solide et il sera ensuite lavé, séché, pressé ou transformé. Une partie finit en feuilles de caoutchouc fumées, une autre en blocs techniques utilisés par l'industrie. Les pneus restent l'un des débouchés majeurs du caoutchouc naturel, puisqu'il représente 73% de la consommation mondiale de caoutchouc. La Thaïlande est premier producteur mondial dans ce domaine, mais elle subit aussi la météo, les maladies des arbres, les coûts de main-d'œuvre et la concurrence des pays voisins comme le Vietnam, le Cambodge, le Laos et le Myanmar. La concurrence régionale et les exigences commerciales internationales pèsent de plus en plus sur le secteur. Derrière chaque coupelle, il y a souvent une famille, un petit producteur, un collecteur, puis toute une économie locale qui dépend de ce latex. Ce qui est fou, c'est qu'un EVA ne donne pas du latex immédiatement. Il faut attendre plusieurs années afin de pouvoir l'inciser sans l'abîmer. Après les plantations de caoutchouc, changement complet d'ambiance. On arrive dans un lieu bouddhiste local, Wat Thung Lem Yang. Avant même d'arriver au temple, on passe souvent sous ce grand portail décoré. Il marque la frontière entre le monde quotidien et l'espace sacré. Ses couleurs, ses dorures et ses formes protectrices annoncent déjà que l'on quitte la route ordinaire pour entrer dans un lieu de respect et de spiritualité. Ce n'est pas un temple ultra connu comme ceux de Bangkok, Chiang Mai ou Ayutthaya. Ici, on est dans une Thaïlande plus discrète, plus rurale, plus locale. Et justement, c'est ça qui rend l'endroit intéressant. On ne visite pas seulement un monument, on découvre un temple vivant, encore en transformation, avec des travaux visibles, des statues monumentales, des escaliers dorés, des nagas, un grand Bouddha allongé et une structure dorée qui attire immédiatement le regard. Dans la culture thaï, un temple bouddhiste ne sert pas uniquement à prier, c'est aussi un lieu de rassemblement pour la communauté. Les habitants peuvent venir y faire des offrandes, écouter des moines, participer à des cérémonies, organiser des moments importants de la vie ou simplement faire du mérite. En thaï, on dit souvent Tham Bun, c'est-à-dire faire une bonne action pour accumuler du mérite spirituel. C'est très important à comprendre parce qu'en tant qu'Européens, on regarde souvent un temple comme un bâtiment à visiter. En Thaïlande, un temple, c'est beaucoup plus que ça. C'est un centre religieux, social et symbolique. Même un petit temple de campagne peut avoir une place énorme dans la vie des habitants. Des marches jusqu'au toit, le regard est guidé progressivement. Nagas dorés, portes ornées, motifs protecteurs et toiture rouge et or annoncent l'entrée dans un lieu de prière. Ce Bouddha blanc allongé représente l'un des moments les plus importants de la vie du Bouddha, le parinirvana, son passage vers le nirvana final. La posture couchée, le visage calme et l'échelle monumentale rappellent trois idées centrales du bouddhisme: l'impermanence, le détachement et la libération de la souffrance. Encore en construction, cette statue montre aussi une foi qui avance lentement grâce aux dons et au mérite collectif des fidèles. Une œuvre de foi pierre après pierre. Alors vous commencez à connaître ma franchise. Si je fais des voix off là-dessus, c'est bien évidemment parce que je connais pas tout par cœur avant de venir. J'aime bien regarder auparavant les endroits qui me semblent intéressants et chercher les informations après. L'effet de surprise en fait. J'aime bien voir par moi-même et chercher après à savoir à quoi correspondent les éléments. Plus on tourne autour, plus la grandeur du monument contraste avec la sérénité du visage. Et l'échafaudage rappelle que cette statue n'est pas figée, elle se construit peu à peu. Les grands nagas blancs semblent accompagner le Bouddha couché comme des gardiens. En se rapprochant des pieds, on remarque le soin apporté aux détails, les orteils, les ongles, les volumes. Même le corps, encore brut par endroits, révèle le travail du béton sculpté avant les finitions.
À proximité du sanctuaire, on découvre aussi la vie quotidienne du lieu. Les robes safran qui sèchent, les koutis, petites habitations des moines, puis ces grands arbres aux racines aériennes, probablement des ficus ou banyanes. Ces arbres sont souvent respectés comme des présences protectrices. On y noue parfois des tissus orange, signe de mérite et de vénération. Le parvis devenait presque un balcon sur la nature. Au loin, cette pagode semblait m'appeler. En réalité, c'est plus précisément un chedi, un monument bouddhiste lié à la mémoire, aux reliques ou à la dévotion. La base rouge, le corps doré et la pointe tournée vers le ciel donnent une vraie sensation d'élévation. Ce genre de monument n'est pas seulement décoratif, on le contourne, on l'observe, on y dépose parfois des offrandes pour exprimer respect, gratitude ou demande de protection. Autour de la base, on remarque des coques, de l'eau, du café, des boissons. Ces objets relèvent souvent de la dévotion populaire. On offre, on remercie ou l'on honore une promesse après un vœu. C'est un mélange très fort entre bouddhisme, croyances locales et gestes du quotidien. Ces figures bleues et vertes ne sont pas des dragons, mais des sentinelles du seuil, des serpents mythologiques liés à l'eau et à la protection. Leur origine vient de traditions indiennes très anciennes, diffusées ensuite dans le bouddhisme d'Asie du Sud-Est. Souvent montées en béton, métal et stuc par des artisans, elles sont financées par les dons, cela a même dérouté mon GPS. Dans 150 mètres, tournez à gauche, puis tournez à droite. Prendre la direction nord-est. Le nord-est attendra. Impossible d'ignorer ce corps interminable et ses écailles répétées une à une. Sa tête monumentale encadre le passage. Plus qu'une décoration, c'est un gardien symbolique qui accompagne l'accès au Bouddha couché. Sous la statue, petit invité surprise, probablement un agame versicolore, un lézard très commun dans les jardins, temples et zones tropicales. Il se nourrit surtout d'insectes, parfois de petits lézards ou de jeunes grenouilles. Pas dangereux pour l'homme, il fuit plutôt qu'il n'attaque. Un adulte mesure jusqu'à environ 37 cm avec sa queue, vit autour de 5 ans et pèse souvent à peine quelques dizaines de grammes. Ses vrais ennemis sont les serpents, les oiseaux, les chats et les gros lézards. Ces aventures à Chumphon se terminent, je me suis régalé encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fera plaisir et ça fait avancer la chaîne. En tout cas, vous allez me retrouver très prochainement pour une dernière vidéo dans la province de Chumphon. Ensuite, il y aura du contenu encore différent, que ce soit à Bangkok, du côté de la capitale, Pattaya, il y aura une île en prime, une fête thaïlandaise très spéciale. Et dernière chose à vous dire, prochainement je vais faire un nouveau type de contenu. Vous verrez, ça sera assez différent. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, je compte sur vous. Ciao les amis!